la musique est devenue un générateur de cash flow récurrent. Tout le monde peut avoir une idée. Pour le coup, j'avais pas l'impression d'être le seul à avoir l'idée. Je sais que tout le monde a des idées. Par contre, je savais que au-delà d'être le meilleur dans l'exécution, il fallait être aussi le plus rapide. Je pense que la plus grande leçon d'humilité aussi qu'on a pris avec Bolero, c'est accepter de mettre à la poubelle ce que tu pensais être la clé. Nous, à l'époque, on avait des concurrents partout. On avait des concurrents en Afrique, aux US, au UK, en France, il y avait d'autres boîtes qui essayaient de faire ce qu'on voulait. Ils avaient tous levé plus d'argent que nous. On est en 2026, il n'y a plus une seule de ces boîtes qui existe. Mais alors, ils étaient partout. Ils ont beaucoup investi, ils avaient un produit léché. Il n'y avait pas forcément de demande en fait pour ce qu'ils faisaient. Donc on a un catalogue où tu vas pouvoir t'exposer au rendement des chansons de Ed Sheeran, de Maroon 5, de Beyoncé, Jay-Z. On a du David Guetta, voilà, donc très mainstream international. Quand t'as build up un deal pendant 3-4 mois et que le truc en fait peut tomber et que t'as pas le contrôle, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Aujourd'hui, je reçois William Bailey, cofondateur de Bolero. Bolero, en 5 ans, c'est 10 millions d'euros investis, 26 000 clients, 50 partenaires, banques privées et family office. Et son ambition, c'est de faire des droits musicaux une nouvelle classe d'actifs accessible aux particuliers et professionnels. Bienvenue, William. Merci de me recevoir. Alors, William, première question. Comment t'as fait, toi, pour voir dans une chanson ce que d'autres ne voyaient pas, c'est-à-dire au-delà d'une musique, d'un morceau de musique? C'est une vraie question d'entrée comme ça. Allez, on attaque. Écoute, il y a eu 2 approches qui m'ont montré que la musique pouvait être autre chose qu'un bien culturel que tu consommes. La première raison, c'est si tu regardes dans mon histoire familiale, j'ai grandi dans une famille de créatifs, père photographe, mère directrice artistique, donc j'ai baigné dans la culture toute ma vie, voilà. Passionné de musique toute mon enfance, j'ai joué plusieurs instruments. Donc j'ai toujours un attachement particulier à cet art et à ce bien culturel. Mais ce qui s'est passé, c'est en 2020, quand on était tous confinés. Écoute, c'était la première fois de ma vie, comme pas mal de Français, que j'étais du coup coincé chez moi. J'avais la chance d'avoir un salaire et rien à faire. Donc pour la première fois de ma vie, je me suis intéressé à mes finances perso. Donc j'ai commencé à investir un peu. À quel âge? J'avais 23 ou 24. Et en fait, j'ai testé tous les produits un petit peu traditionnels. Et là, des news ont commencé à apparaître, qui ont vraiment piqué ma curiosité. Et en fait, on voyait les premiers fonds institutionnels. Alors, ce qu'on appelle des fonds institutionnels, c'est les très gros hedge funds ou les gros assureurs qui gèrent beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'argent sous gestion dans le monde. Et donc, c'est le moment où on voit KKR, Blackstone, BlackRock qui lèvent des véhicules, les déploient et commencent à réaliser les transactions qui ont fait couler beaucoup d'encre, comme le rachat du catalogue de Justin Bieber pour 180 millions de dollars, le rachat du catalogue de Queen pour 1,2 milliard. Et donc, en fait, tout ça s'accumule et il y a une vingtaine de transactions qui ont lieu en 2020 et je me dis, mais pourquoi est-ce que des fonds institutionnels envoient autant d'argent dans des droits musicaux? Vous le savez, des entrepreneurs, j'en interview des centaines. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un en particulier, c'est Fabien Prêtre, cofondateur de l'imprimerie en ligne Fulfiller, basée à Orléans. Fabien est déjà monté sur scène d'un des événements Comment t'as fait pour partager ses secrets de croissance fulgurante. Et aujourd'hui, il est aussi sponsor du podcast Comment t'as fait. Normal, l'entrepreneuriat, il l'a dans la peau. Son obsession, l'ultra satisfaction client. Avec Fulfiller, vous imprimez tous vos supports de communication, petits et grands formats. Top prix, délai express, qualité garantie. Roll-up, mur d'image, carte de visite, signalétique, textile et objets publicitaires, tout est là en un clic. Et si vous avez une question, l'équipe vous répond en moins de 45 secondes avec le sourire. Alors, rendez-vous sur fulfiller.com, votre imprimerie en ligne, et boostez la communication de votre entreprise. J'interromps quelques instants cet épisode pour vous partager ce qui a complètement changé ma manière de piloter mes entreprises. En 2020, j'ai fait le constat que je n'avais pas de vision globale de mes sociétés, que mes décisions étaient prises au doigt mouillé et que chaque mois, les abonnements et outils se multipliaient sans toujours être connectés entre eux. En 2021, j'ai décidé d'agir. En intégrant la suite business de plus de 45 applications Zoho One, j'ai donné les moyens à mes équipes et mes entreprises de se développer et d'être plus efficaces. Du CRM aux enquêtes de satisfaction en passant par la gestion de projet ou encore les RH, les applications Zoho nous accompagnent au quotidien et les résultats sont là. Imaginez 45 applications à partir de 37 € par mois par utilisateur. Difficile de trouver mieux pour une solution tout en un qui permet d'être réellement le pilote de son entreprise. Parce qu'avec Comment t'as fait, notre mission est d'accélérer le développement des entrepreneurs et de leurs entreprises. Je vous partage un lien d'essai gratuit de la suite Zoho One dans la description de cet épisode. Allez, retour à mon invité du jour. Donc tu as vu plusieurs signaux qui ont fait que tu as fait une collision d'idées entre eux et tu t'es dit tiens, c'est ça. Je vais aller creuser ce sujet. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, les 2 indices c'était ces événements économiques, donc des fonds qui déploient des centaines de millions de dollars, plus d'1 milliard de dollars dans des droits musicaux, et de l'autre, il y a l'usage qu'on fait de la musique, où il faut quand même savoir que pendant le Covid aussi, le live est tombé à 0, il y avait plus de concerts. Par contre, le streaming a explosé à ce moment-là. Et donc la data qu'on récupérait du streaming, c'est-à-dire les données de stream, les données de classement, toutes ces choses-là sont devenues prépondérantes en fait dans l'industrie musicale. Donc voilà, ça a été un peu les 2 indices qui m'ont fait croire que
La musique, étant donné ce qu'elle est devenue et la manière dont on la consomme aujourd'hui, elle est peut-être un petit peu plus qu'un simple bien culturel et peut-être que c'est une classe d'actifs Mmh. qui détient beaucoup de valeur. Et pour le coup, peut-être qu'on en parlera après, mais les artistes ont toujours beaucoup de problèmes à défendre leur indépendance. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire dans ce milieu. Ouais, on va creuser tout ça et c'est intéressant de voir finalement la réflexion un peu entrepreneuriale de dire, tu avais la passion de la musique, donc tu Ouais. étais sensible au sujet. De dire: «Tiens, je vois des moves, sur un marché, par des fonds qui a priori, ont des tonnes d'analystes, d'études de C'est ça. marché, Quand voilà ils qui déploient de l'argent, en général, c'est pas par tu te hasard. dis: «Ils sont a Ouais, priori bien informés». C'est un peu comme quand exactement. tu dis: «Où est-ce que j'ouvre mon magasin?» Bon, s'il y a un McDo dans la rue, tu sais que l'étude de marché a été faite, il y Ouais, a peu de monde dans la zone de chalandise ouais. et toi là, tu te dis: «Tiens, je vais aller creuser, j'ai du temps, je vais aller creuser à ce moment-là». Exactement. Donc c'était ta Exactement. réflexion. Et en fait, ce que je vois, et pour le coup, c'est, enfin, pardon, c'est pas moi qui l'ai vu en premier, c'est eux. C'est que à l'ère du digital, à l'ère du streaming, la musique est devenue un générateur de cash flow récurrent. À l'époque, on achetait un CD une fois, Mmh. 15 ou 20 euros, et on l'écoutait jusqu'à ce qu'il soit rayé. Mmh. Alors je dis ça pour ceux qui ont connu l'époque du disque, parce que Oui. maintenant, on se fait vieux. Mais voilà, donc tu dépensais une fois 20 euros, il y avait un seul événement de chiffre d'affaires. Maintenant, à chaque fois que tu prends ton application de streaming, Mmh. que tu appuies sur play, tu verses en fait un micro-loyer à l'ensemble des ayants droit d'une chanson. Ouais, c'est 0,001 centime ou des choses comme ça, non? C'est combien? Alors oui, c'est en général, tu vas être, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est en France, sur Spotify, par exemple, Ouais, 1 000 000 de streams, ça représente un peu plus de 4 500 € d'accord. brut, OK, qui sont reversés qui sont aux auteurs. reversés, voilà, selon leur code-part. Mais en fait, c'est des micro-loyers, mais quand c'est réalisé tous les jours, Mmh. plusieurs dizaines de fois par jour, par des dizaines de millions de personnes à travers le monde, et que la croissance des abonnements payants sur les plateformes Mmh. est comme ça, Ouais. c'est une Non, croissance mais à on 2 le voit avec chiffres. Mariah Carey et ses fameuses chansons de Noël où tous les ans elle a, X millions Bien qui sûr. tombent, Et ça facilement. grossit, ça Ouais. grossit. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà d'avoir, du coup de la récurrence et des niveaux d'écoute qui sont stables dans le temps, en tout cas ça c'est pour les chansons qui sont des classiques, donc tu citais Mariah Carey, on peut citer quelques icônes, nationaux, tu prends les chansons de Johnny Hallyday par exemple, tu prends Mmh. «Allumer le feu», Ouais, il faut te dire que «Allumer le feu» depuis 2019, toutes les semaines, quoi qu'il arrive, il fait 200 000 streams. d'accord. Ouais, Quoi qu'il arrive. OK, Et à la fin de chaque année, sur la semaine entre Noël et Nouvel An, il double, on passe à 400 000 streams. d'accord. Pourquoi? Parce que, les gens font la fête et Mmh. je sais pas pourquoi, mais au moment des fêtes de fin d'année, ils ont tendance à mettre «Allumer le feu». Ils veulent allumer le feu. Voilà, et donc du coup, donc en fait, tu as une prédictibilité qui est énorme, mais même si ton niveau d'écoute est stable, étant donné qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent et qui payent des abonnements et que les prix des abonnements augmentent aussi, de manière assez régulière, en fait, l'assiette globale de chiffres qui va être redistribuée aux ayants droit est en croissance. Ouais, mais pour autant, tu as aussi un temps d'attention, regarde, la démographie, elle baisse. Il y a de moins en moins de naissances, Ouais. donc ça veut aussi dire qu'il y a de moins en moins de temps d'attention, parce qu'on a tous que 24 heures dans une journée. C'est quoi la prédiction justement marché ou comment tu vois ça toi? Alors, c'est un peu particulier pour la musique parce que la musique peut se consommer de manière passive, contrairement OK, à un film. ouais. Quand tu regardes un film, tu focus sur ton film, quoi. Mmh. En fait, dès que tu vas consommer un bien culturel qui est audiovisuel, ça va nécessiter une attention folle. Mais quand Mmh. tu écoutes un podcast, Mmh. quand tu écoutes de la Oui, tu musique, fais ça autre peut se faire chose. de manière passive, Mmh. voilà. Oui, Donc ce qu'on appelle le multitasking. Tu fais voilà. autre chose, quoi. Donc la baisse du niveau d'attention est pas vraiment un problème, et notamment quand tu regardes les stats, le volume d'écoute en fait, de l'utilisateur moyen des Oui, plateformes de streaming, on est quand même entre 26 000 et 30 000 minutes par an d'écoute, d'accord. et ça croît aussi, ça, tous les ans. OK. Alors, tu as parlé justement tout à l'heure de fonds qui rachètent des catalogues. Alors, c'est peut-être, pas clair pour, beaucoup de gens. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand un quand un artiste ou un groupe crée un album ou une chanson, c'est comme quand on crée une société. Quand on crée une société, on va répartir le capital social entre les associés. Ouais, Quand on va créer un album, on va répartir les droits musicaux à toutes les parties prenantes qui ont aidé à composer et enregistrer les œuvres. donc c'est pas que l'artiste, pas que celui qui chante Exactement. ou il y a aussi les musiciens, les compositeurs, Tu et as cetera? 4 parties prenantes clés. Tu as le producteur, OK, donc le producteur qu'on appelle souvent la maison de disque ou la OK, major. Tu as l'artiste-interprète, qui est celui qui interprète du coup l'œuvre et qui OK. réalise l'enregistrement. Tu as derrière les moins connus, les éditeurs et les auteurs-compositeurs. Donc ces 4 parties prenantes classiques détiennent tous et toutes une quote-part proportionnelle au contrat qu'ils ont signé sur les Oui, j'allais te chansons. dire, c'est pas 25 chacun, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui se fait dans le marché d'ailleurs? Alors si, tu as plutôt justement,
tu as plutôt des splits qui sont assez standards. Mais après, en fait, en fonction du contrat que chaque auteur-compositeur a signé avec son éditeur, et en fonction du contrat que l'artiste-interprète a signé avec son producteur, c'est pas forcément les mêmes Donc répartitions. un Jean-Jacques Goldman, il doit probablement gagner plus en tant que compositeur que artiste-interprète pour ses Fort chansons. probable, c'est Ouais. fort probable. Parce qu'il a écrit pour énormément d'artistes hyper connus. Ouais, exactement. Ok. Et je te parlais d'Allumer le feu. Allumer le feu, c'est une chanson qui a été composée par Zazie, Pascal Obispo et Pierre Anconelli. Donc, par exemple, donc pour revenir sur ta question sur qu'est-ce qu'un fonds et pourquoi il investit dans les droits, eh bien les fonds, ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils se sont dit, nous, on a envie en fait d'acheter cette propriété intellectuelle, donc cette quote-part de droit, en se disant que, étant donné qu'elle dégage une rente trimestrielle pour des dizaines et des dizaines d'années, parce que la propriété intellectuelle musicale, elle est valable jusqu'à 70 ans après le décès du dernier auteur-compositeur. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de chansons dans le domaine public, et que c'est essentiellement de la musique classique à ce stade. Tu regardes même des grands classiques de soul, de jazz du début du XXe siècle. C'est pas comme un brevet de 10 ans ou autre, là, 70 ans. Ah oui, donc tu as une belle après barrière le décès du dernier auteur-compositeur. Ah oui, après le décès. Ouais, donc tu as 70... Enfin, ouais, donc c'est une belle barrière à l'entrée pour la concurrence. Exactement. Donc en fait, toi, tu achètes cette IP et tu la détiens. Et donc, enfin, c'est ce que les fonds veulent faire et c'est ce que nous, on veut rendre accessible justement aux particuliers. C'est, je détiens mes droits, je perçois les recettes et les fruits qui sont générés par ces droits à travers des rendements, qui sont en général trimestriels ou semestriels. Et de cette manière-là, je vais pouvoir bénéficier d'un investissement qui, en fait, coche 2 cases qui sont très rares. La première, c'est un investissement qui est très peu corrélé au marché traditionnel. Parce que qu'il pleut, qu'il vente, les gens écoutent de la musique. Et c'est pas quelque chose qui va baisser. Le Covid nous l'a prouvé. Le monde s'est arrêté, les niveaux de consommation de musique ont explosé. Et d'autre part, c'est du rendement prédictible. Et ça, les fonds d'investissement adorent. C'est-à-dire que dès lors que tu peux créer des modèles qui vont t'indiquer plus ou moins quelle va être la trajectoire de consommation d'une chanson ou d'un catalogue de chansons, tu peux te construire des certitudes sur ton investissement. Ouais, et eux, après, ils proposent justement à leurs clients d'investir dans ces catalogues. Enfin, comment ça se passe? Les fonds d'investissement, pas forcément, non. Enfin, oui, ils peuvent lever de l'argent auprès de clients, mais en général, ils vont lever auprès d'institutionnels, de grands assureurs. Il n'y a pas vraiment de dimension retail. Et justement, moi, c'est ce que je vois en 2020. Je me dis, mais en fait, c'est génial ce produit. Moi aussi, j'ai envie d'investir dans les droits musicaux. J'adorais ça. Je trouvais ça fascinant. Et donc, j'ai cherché. Bon, je pouvais investir dans des actions de Spotify. On savait qu'Universal allait préparer son IPO, mais bon, quand tu investis dans des actions, tu as toujours un risque opérationnel. Et donc, j'ai pas trouvé en fait de produit qui me permettait d'investir dans les droits. Ok. Oui, parce que tu pouvais investir que dans les sociétés qui permettent de diffuser, c'est ça. Mais pas directement. Donc là, et c'est de là d'où est venue l'idée. Je me suis dit, en fait, il faut le créer. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Ok. Donc là, tu te dis, c'est le Covid, je me lance. Je vais. Alors, comment tu fais? Parce que est-ce qu'il y a de la réglementation sur ce marché-là? Parce que en plus, on est sur quelque chose d'intangible. Je veux dire, oui, on l'entend. Ça, c'est la partie audible finalement de l'œuvre, mais c'est pas quelque chose que tu détiens. Un CD, tu l'as dans la main, tu te dis tiens, je l'ai, ça me rassure peut-être quelque part dans la propriété, l'acte de propriété. Par contre, là, comment je fais pour acheter ça? Concrètement, c'est du papier. C'est-à-dire que c'est des contrats qui font foi. Et pour le coup, tu as ce qu'on appelle des organismes de gestion collective comme la SACEM en France, mais tu as aussi le PRS au UK, tu as BMI, ASCAP aux États-Unis. Donc ces organismes de gestion collective, ils détiennent des registres qui tracent exactement à qui appartient la propriété intellectuelle. Et pour le coup, ça c'est plutôt bien fait. Il faut savoir que chaque chanson que tu écouteras à n'importe quel moment, elles ont toutes un ID universel. Ok. Donc c'est comme ça qu'en fait on trace les revenus d'ailleurs. Si la chanson elle est jouée en Indonésie, aux États-Unis, en France, que ce soit dans un salon de coiffure ou dans une boîte de nuit dans l'Arkansas, tu sais en fait quel est l'ID de la chanson et c'est comme ça que tu fais remonter les revenus aux ayants droit. Comment ils savent justement que ça a été diffusé, que ce soit dans un lieu public, chez soi Tu vois Shazam? Voilà, ouais. Imagine ce que tu fais avec Shazam, eux ils peuvent le faire mais de manière industrielle. D'accord. Donc comment est-ce que ça s'illustre? Alors souvent tu as des accords de licence dans certains établissements, typiquement tu as des groupes hôteliers qui vont négocier des licences un peu plus globales parce qu'ils ont quand même plus d'enjeux. Dans les boîtes de nuit, ça peut se matérialiser par ce qu'on appelle une petite record box. C'est un petit logiciel qui a été créé par Pioneer, qui est un espèce de Shazam intégré. Donc en fait, peu importe le DJ qui vient, lui il met ses clés USB. Et ben en fait, ce petit record box va venir scanner en fait. Donc je fais un Shazam sur toutes les chansons qui ont été jouées. Ok.
Et à la fin du mois, le propriétaire de l'établissement doit reverser. Il déclare, ok. Voilà. Ok, bon. Bon, de là à avoir l'idée et en faire un business, il y a une étape, une grande étape. Comment ça se passe justement les débuts? Combien de temps ça te prend aussi pour créer finalement ce modèle? Et puis, on est là aussi pour Bien parler sûr. entrepreneuriat, business. Comment toi tu fais du business autour de ce sujet? Alors, je te propose peut-être de commencer par te raconter comment est-ce que je me lance et à quel moment je me dis on tient quelque chose. Vas-y. Première décision que je prends, au-delà de me dire je vais tester ce marché, c'est de quitter mon job. Ok. J'arrive à négocier une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur, ce qui me permet après d'aller utiliser mon CPF pour me former. Parce que j'avais une seule conviction à ce moment-là, c'était que si je voulais que tester correctement ce produit, il fallait que je sois capable de le créer par moi-même. Donc je Ok. suis parti au wagon pour apprendre à coder. Je me suis dit, je vais créer un prototype moi-même, je vais tester l'idée, et si ça fonctionne, dans ce Hmm. cas-là, je monte une boîte et tout ce qu'il faut avec. Tu aurais pu choisir la sécurité et dire je fais ça en parallèle de mon job. J'aurais pu, mais en fait, j'étais tellement passionné par le problème, et puis j'avais un peu de FOMO aussi, tu sais. Tu Hmm. te dis, mais en fait. Alors, tout le monde peut avoir une idée. Hmm. Pour le coup, j'avais pas l'impression d'être le seul à avoir l'idée. Je sais que tout le monde a des idées. Par contre, je savais que au-delà d'être le meilleur dans l'exécution, il fallait être aussi le plus rapide. Hmm. Euh, et donc, j'apprends à coder. En apprenant à coder, forcément, moi, j'avais toujours ce projet en tête. Alors, je savais pas que ça allait s'appeler Bolero, je savais pas quelle forme ça prendrait. Mais il se trouve que pendant la formation, je rencontre mon associé Arthur Ramon, qui est aujourd'hui le cofondateur et CTO. Et en fait, on sort de la formation, on avait présenté un espèce de prototype de Bolero à la fin, que tout le monde avait adoré, et nous on était assez convaincus enfin qu'on tenait un truc, et on s'est dit bon, on a la merveilleuse chance d'être en France, d'avoir le chômage. On s'est dit, toi t'as combien de temps? Moi j'ai dit, moi j'ai 6 mois, et toi? Ouais, moi j'ai 5. Bon bah go, viens on se laisse 5 mois pour réussir à générer du chiffre d'affaires Ok. et potentiellement lever des fonds. Donc à ce stade-là, pas d'entreprise créée, juste on a l'idée d'un prototype, On est vous en êtes au décembre wagon. 2020, on a le prototype, Ok. on sait qu'on a une montagne devant nous, tech, Ok. pour réussir à faire ce qu'on veut. Ouais. Euh, Aucun des deux est tech. de formation, non. Ouais. Pas ingénieur de Voilà, base. vous avez appris vous-même Ouais, sur le terrain. ouais. Et la boîte est pas créée structurellement. Je veux dire, Non, elle n'existe pas encore. Ok. non, pas Donc vous encore. faites ce choix-là. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que parfois les entrepreneurs disent, je crée la boîte et puis après je vais faire du chiffre. Moi aussi, avec l'âge avançant, les expériences avançant, je me dis, attends, fais d'abord du chiffre et tu créeras la Franchement, boîte c'est le meilleur quand. conseil que je peux donner à tout le monde. C'est il faut être capable. Pas besoin que ce soit significatif, mais ne serait-ce qu'être capable de faire plusieurs centaines, plusieurs milliers juste de chiffre d'affaires pour prouver que tu as une traction et que surtout des gens sont prêts à payer C'est ça. pour ton produit. Hmm. C'est ça qui doit te pousser à monter la boîte. Mais en fait, te compliquer la vie avec des statuts, avec des packs d'associés, avec en fait plein de frais alors que t'as Ouais. même pas testé ton marché. Non, mais ça, c'est un vrai enseignement. D'abord, tester le marché, voir si tu fais des ventes, tu pourras créer les boîtes qui vont Exactement. derrière, mais commence par faire des ventes Mm. avant de penser à faire toute la structure. C'est ça. Donc Donc on vous se lance. lancez, 5-6 mois devant vous. On se lance, 5-6 mois devant nous, et le premier point challenging, c'est bon, bah maintenant il faut qu'on trouve des artistes et qui Hmm. tester. Et bon, moi j'avais un petit peu de réseau dans la musique, mais je ne suis pas un ancien artiste connu, je ne suis pas un ancien manager d'artiste connu, donc Oui. j'avais pas non plus, tu vois, accès au top du top. Par contre, à force de parler, d'enquêter, tu vois, je pense que je faisais entre 7 et 8 calls par jour Ok. Avec avec des artistes, des pour leur présenter compositeurs, le pour concept. présenter le concept, et je ne quittais pas chacun des calls du temps que chacun de ces gars-là pouvait pas faire une nouvelle intro et une nouvelle boucle WhatsApp avec un autre Hmm. artiste. Ok. Parce que je savais que moi j'avais pas suffisamment de réseau, donc il fallait que je me l'unlock. Mais c'est bien, ça c'est comme quand tu vas à un événement professionnel, toi. Tu te dis, tiens, j'y vais. Bon, si tu y vas juste pour boire un cocktail et puis attendre que l'opportunité arrive, non. Ouais, J'y vais, il me faut absolument, tu te mets un objectif. Il me faut 3 cartes de visite ou il faut que j'ai une mise en relation. Toi, c'est ce que tu as fait. mmh. Et c'est aussi très bien quand tu commences et que tu n'as pas de réseau. Bon, bah, si c'est pas avec toi que je peux faire du business, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu connais avec qui tu peux me Exactement, mettre en relation? Donc, très bonne exactement. démarche. Ok, donc tu fais ça. Et ils comprennent à ce moment-là ce que c'est ou pas le concept? Ils voient, eux, je sais pas, le pain point que toi tu lèves pour eux, comment ils peuvent, Bien de sûr. quoi ils peuvent Bah, en fait, bénéficier? un créateur, c'est très simple, hein. Il a 2 objectifs, c'est préserver son indépendance, Mmh. du mieux qu'il peut, Mmh. et deuxièmement, c'est maximiser le cash qu'il arrive à rentrer dans Ok. sa société, que ce soit une micro-entreprise ou que ce soit une SASU ou autre, peu importe. Souvent d'ailleurs, certains artistes ont en fait leur propre
sociétés d'édition et leur propre label. Hmm. Et ça, tu le vois pas, mais par exemple, si tu prends tous les grands artistes connus, aujourd'hui, tu prends une Angèle, tu prends un Jul, tu prends même des artistes, Mais c'est pareil pour les acteurs. Jean Dujardin et les autres, ils ont tous leur ils ont boîte leur de boîte de prod qui leur prod, permet de voilà. facturer, en fait. Et surtout, ils coproduisent en fait les films. Ouais. Et c'est comme ça en fait que tu as une vraie incentive économique dans tes records. Mm. Mais bref, écoute, ils comprennent au début, juste ils se disent bon, de toute façon, tu sais quoi, je teste, c'est pas hyper engageant, le mec est Ouais. pas en train de me demander un truc de fou en termes de promo, donc je teste. Mais franchement, ça nous a pris 2 bonnes années Mhm. avant de trouver le product market fit avec la bonne exécution du produit. Alors attends, tu dis 2 bonnes années, mais tu avais 6 mois devant toi, donc comment tu as Oui, fait oui. pour financer l'année et demie de Delta? Donc, la première chose qui se passe, c'est on teste en fait, parce qu'on c'était compliqué de se dire à ce moment-là, on va tout de suite faire des droits musicaux, surtout que malheureusement les droits musicaux, c'est très inégal en termes de valorisation. Hmm. Soit tu as les chansons, les grands classiques, les titres iconiques, ça peut valoir beaucoup, beaucoup d'argent. Tu peux avoir une chanson qui vaut des millions d'euros. Mais malheureusement, quand tu es un artiste un peu plus émergent, un peu plus en développement, bah forcément, tes droits musicaux valent pas encore cette somme-là. Alors Donc, justement, comment c'est déterminé ça? Est-ce que tu as, tu sais, par exemple, la rémunération moyenne d'un artiste à l'année, tu vois? Si tu enlèves effectivement les extrêmes et donc les stars qui ouais, gagnent des c'est millions. compliqué. Parce qu'en fait, tout dépend de l'attraction et du Parce volume. qu'en fait, un artiste, aujourd'hui, tu sais pas, on a tous l'impression qu'ils ils font des tournées, etc., qu'ils gagnent tous des millions. Et en fait, la réalité, c'est que non, les revenus sont partagés et que bah, selon où tu es et ton nombre d'écoutes, bah, t'as pas t'as pas les mêmes revenus. C'est une très bonne question. En fait, ce qu'il faut te dire, c'est que un créateur, de manière générale, n'aura pas la capacité de monétiser son image s'il n'a pas les streams. Ok. Donc d'abord l'audience. Voilà, c'est d'abord l'audience, et une fois que j'ai sécurisé mon audience, là, je me diversifie dans mes revenus. Ok. Et là, je commence à faire des partenariats à marque. Là, je commence à faire des Ok. tournées. Donc toi, ça veut dire que les artistes que tu vas voir, ils ont déjà cette audience-là, ou tu leur proposes Oui. aussi de dire, tiens, je vais t'aider à développer l'audience, et du coup, la conséquence, c'est que tu pourras. Bah, à cette époque-là, oui, non, on se dit pas. Malheureusement, on n'a pas accès en fait aux Angèle et Jul de ce monde. Oui. Donc, on essaie de trouver effectivement du win-win pour eux. Donc, on leur dit bon, bah écoute, nous, on va t'apporter de la liquidité. Ok. Donc, concrètement, ça va être de l'argent qui va te permettre de financer tes projets, développer ta Hmm. carrière. Et d'autre part, on va essayer de t'apporter un peu plus de visibilité en échange de toi, ta visibilité pour le projet. Ok. Et donc, en fait, ça fonctionne bien. On fait 15 000, on fait 15 000 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires, je crois, sur les 2 premiers mois. Ok. Ce qui est pas mal. Bah, c'est plutôt une bonne, Voilà. un bon signal au départ. Bah moi je me dis ok, en fait c'est cool, les gens sont prêts à utiliser le produit, et à cette époque-là, la proposition de valeur était très simple, c'était venez sur Bolero et investissez dans des carrières d'artistes. D'accord. Parce qu'à défaut d'avoir des droits musicaux qui avaient une valeur suffisamment grande pour générer ce chiffre d'affaires, on se disait bon bah essayons de voir, en fait, est-ce que c'est un produit de spéculation, est-ce que c'est un produit de rendement? Peut-être que si tu investis sur la carrière d'un artiste, il y a un jeu de spéculation qui est intéressant à développer. Donc en fait on est parti à fond là-dedans. Ok. C'était l'époque en plus 2021, je sais pas si tu te souviens, c'était un moment où ça partait dans tous les sens en termes d'entrepreneuriat, de start-up, de VC. Donc en Ouais, puis fait, c'est le début, on entend parler beaucoup de NFT, exactement. tokens, Donc nous etc. on va à fond là-dedans. On se dit Hmm. bah en fait c'est ça qu'il faut faire. Ok. Très grosse erreur. Ok. Tout simplement Pourquoi? parce que en fait on était assez convaincus du rôle que la blockchain joue dans la dans l'organisation de ton produit et la circulation de la valeur entre des parties prenantes. Mais en fait, dès lors que tu fais d'un outil un produit final, Hmm. tu te perds. Et à cette époque-là, il y a beaucoup de boîtes qui ont fait ça, et nous, on a testé, hein. Ok. En fait, on n'aurait jamais dû parler de NFT ou de tokens, etc., parce qu'en fait, les gens, ils s'en fichent. Ouais. Enfin, c'est comme si tu disais, plutôt que d'envoyer un mail, je t'envoie une chaîne de caractères à travers le protocole SMTP. Hmm. Tout le monde s'en fout du protocole Mais ce que SMTP. tu veux, en fait, T'envoies c'est des la mails. finalité, quel est le Ouais, voilà. résultat et comment c'est fait, c'est toi l'expert, tu te débrouilles, quoi. Exactement. Exactement. Mais bon, anyway, en tous les cas, nous, ça nous a permis, en tout cas, avec cette vision et cette roadmap au début, on a eu la chance d'avoir la confiance d'un homme exceptionnel qui s'appelle Augustin Sayer, qui était à cette époque-là chez Newfound, qui était du coup principal chez eux, et qui a poussé le dossier en interne, et ça nous a permis de faire notre première levée de fonds en juillet 2021. On a levé D'accord. 600 000 euros. Donc ça nous a permis de Donc lancer c'est la la machine. réponse à comment tu fais après tes 5-6 mois de fin de chômage pour passer C'est ça. à l'étape d'après. Et en Ok. fait, on avait prouvé deux choses. C'était, un,
notre produit fonctionne. Ouais. Donc déjà, on n'est pas trop nul, quoi. On arrive à faire fonctionner quelque chose de tech. Deuxièmement, les gens sont prêts à payer pour ce Ouais. qu'on fait. Et troisièmement, ils reviennent. Mais c'est aussi, Ce qui est le plus important. mais c'est aussi 3 critères qui sont importants pour lever des fonds. Parce que parfois, on voit des entrepreneurs qui disent, alors qu'ils n'ont pas encore fait 1 € de chiffre d'affaires: «Je vais lever des fonds». Bah, en fait, c'est un peu plus par les temps qui courent, enfin, en tout cas aujourd'hui, c'est plus compliqué que quand tu as réussi à montrer que tu as Tout à déjà fait. fait un peu de chiffre d'affaires. Donc vous arrivez quand même en force sur, Alors j'aimerais quand même à ce nuancer moment-là. cette chose-là. Je pense que c'est impossible de faire du chiffre d'affaires si t'as pas été financé avant, quand t'entreprends dans la deep tech, dans le healthcare, quand t'es Oui, dans le hardware, en tout cas, quand tu t'es as dans besoin de des... développer des technos. Voilà, quand t'as vraiment besoin de déposer du brevet, faire de la recherche, je peux comprendre qu'il y ait besoin de Ouais. financement avant le chiffre d'affaires. En revanche, sur des use cases très business comme le nôtre, Mmh. de marketplace, en fait, oui, faut faire du CA. OK. Et donc tu disais, on a eu les 15 premiers 1 000 € à peu près. C'était quoi? C'était des particuliers qui investissaient sur votre plateforme? Enfin, comment ça se passe à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, c'est des particuliers qui viennent sur la plateforme et qui mettent, concrètement, qui font des transactions par carte bleue, quoi. Mais c'est quoi leur profil? Comment tu vas les trouver, eux? Parce qu'il faut vraiment que ce soit des early adopters ou des Ouais, innovateurs. bah, t'as 2 profils clés. T'as ceux qui sont un peu réceptifs à notre communication OK. de marque. Donc tu as fait de la com à ce moment-là? Ouais, enfin sur Canva, quoi, tu sais, je me suis démerdé, Ouais. je faisais des designs moi-même. Donc parfois sur Insta, on avait un peu de traction. OK. Les gens qui en tout cas se rallient à la mission de soutenir l'indépendance des artistes en investissant dedans. OK. Et sinon, c'était les communautés des artistes. Parce que du coup, chaque OK. artiste qu'on invitait sur la plateforme poussait Ah oui, tu la poussais auprès de campagne. leur communauté, à eux. Voilà. Mmh. OK, oui, donc quelque part, il y avait, si j'aime bien cet artiste, je peux aller financer un peu, enfin l'aider en tout cas dans sa carrière. Ce qui est sûrement, je pense, à l'époque, hein, donc encore une fois, on est au printemps 2021, quand on commence Bolero, c'est peut-être l'intuition la plus logique qu'on ait. C'est bon, bah en fait, ceux qui vont investir le plus dans la musique, c'est les fans. Mmh. Pas du tout? Très mauvaise idée. Alors c'est qui? Bah en fait, finalement, alors, tous les gens qui investissent dans la musique, globalement, aiment la musique, il y a pas de débat. Mais en fait, les fans représentent pas un segment qui est pertinent pour l'artiste ou pour le créateur, pour 2 raisons. Premièrement, ils vont pas investir avec beaucoup d'objectivité. Ils vont Mmh. souvent être très, très, impactés par leurs émotions. Ils ont un biais, Ils ont un biais cognitif qui est énorme, parce qu'ils sont fans de l'artiste. mmh, Donc si les streams, marchent un peu moins bien et que ça génère un peu moins d'argent, en fait, ils arrivent pas à comprendre. ouais. Et c'est la plateforme qui va pas. C'est pas eux, enfin, c'est pas l'artiste. Donc c'était pas forcément le meilleur segment de départ. Et deuxièmement, c'est aussi pas ceux qui ont le panier moyen le plus élevé. OK. Donc en fait, très vite, on a tiré des learnings de tout ça. On a compris qu'il y avait un vrai sujet de sous-jacent. Donc globalement, l'idée d'investir dans la musique pour se diversifier et se décorréler, tout le monde avait compris, tout le monde était OK. Maintenant, il y avait un sujet de sous-jacent. Investir dans la carrière d'artiste, c'était pas ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, c'était investir vraiment dans les droits musicaux. Quelque Mmh. chose de tangible. Ça, donc vous l'avez compris quoi, au bout de 6 mois, au bout d'1 an? On a mis une bonne année à... Ouais. Ouais. Et c'est, comment tu as Voire un an ressenti et ce demi, ouais. moment-là? Tu te dis, ah ouais, c'est évident. Ouais. Pourquoi on n'a pas fait ça avant? Mais Et en de l'autre fait, côté, c'est satisfaisant quand tu passes ce moment-là. c'est satisfaisant, ouais. Oui, alors, c'est hyper satisfaisant, mais encore une fois, c'est comme... Et ça, c'est ce qui fait que l'entrepreneuriat est une aventure passionnante. T'es obligé de... Enfin, t'as une nouvelle montagne à gravir. Bon, bah Ouais. ok, en fait, on va apprendre ce sous-jacent, donc bon, il faut changer tout ce qu'on a créé jusqu'ici. Alors, on va essayer de garder à peu près les mêmes trucs, mais bon, on va changer de discours commercial auprès de la musique, on va changer de discours commercial auprès des partenaires. Enfin, t'as quand même tout un sujet d'itération quand t'entreprends, qui est assez passionnant, et je pense qu'il est nécessaire, parce qu'en fait, si à la fin, tu vois, moi je le dis avec beaucoup d'humilité, mais moi mon but c'est de faire la plus grosse boîte possible et d'être le leader dans le monde Mmh. sur l'investissement dans la musique. Pour arriver à ça, ça va peut-être prendre 10 ans. Mmh. Et en fait, sur le chemin, tu apprends, tu itères, tu changes, et je pense que la plus grande leçon d'humilité aussi qu'on a pris avec Bolero sur les 2 premières années, c'est accepter de mettre à la poubelle ce que tu pensais être la clé. Je prends quelques instants pour vous parler de ma newsletter. Depuis 2020, j'analyse les décisions des entrepreneurs du top 5% pour comprendre comment ils ont construit des entreprises performantes. Le lien est accessible dans la description de l'épisode. Allez, retour à l'invité. Bah, après, tu vois que déjà une boîte qui fait, par exemple, 300 000 400 000 €, c'est pas la même
qu'une boîte qui fait 1 million, c'est pas la même qu'une boîte qui fait 5 ou 10. Donc tu vois que de toute façon, pour passer une étape à l'autre, il faut que tu changes quelque chose dans le système, dans l'offre ou autre. Ouais, c'est ça. Et ça, quand tu l'as jamais fait, ben, c'est compliqué à accepter parce que tu dis: «Mince, j'ai mis tout ce temps-là, j'ai construit, ça marche et maintenant si je veux passer à l'étape Exactement. d'après, faut que je change». Et d'un autre côté, c'est pour ça que je te pose la question, c'est super excitant parce que tu es là, tu te dis: «Ah, j'ai compris le truc et maintenant on va pouvoir le déployer». Et cette nouvelle montagne, alors oui, ça va peut-être prendre du temps, mais en tout cas, c'est super excitant d'essayer de la gravir. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent on dit: «Les entrepreneurs sont pressés ou autres». Là, tu dis: «Ça va peut-être nous prendre 10 ans». Bah, je trouve que c'est bien de l'avoir aussi à l'esprit parce que, effectivement se dire, tu vois, overnight, du jour au lendemain, je vais avoir le grand succès. Bah, non, en fait, c'est pas le cas. Ça va prendre du temps Ça forcément. arrive à certaines et certains, et tant Ça mieux pour eux, ça arrive et tant mais mieux, c'est mais très ça rare. reste des exceptions. Et donc comment tu arrives toi à mettre ton plan en place? D'ailleurs à ce moment-là, est-ce que tu as un plan en place? Est-ce que non? Qu'est-ce que tu dis à tes investisseurs ou tes actionnaires, quand tu dis: «Bah, en fait, là, on a compris, il faut qu'on change tout»? Alors, il y avait quand même un sujet, je me souviens à cette époque-là, c'était que, comment dire? Moi, j'ai toujours eu une gestion de la boîte qui était assez frugale. Donc OK. j'ai pas, cramé tout l'argent trop vite, et n'importe comment. Et tu leur reprochais ça ou pas? Parce que parfois il y a des investisseurs qui disent: «Mais vas-y, va plus vite». Et bien sûr, Ouais? je me souviens très bien, hein, on lève en juillet 2021. En septembre 2021, il y a un de nos actionnaires qui m'appelle et qui me dit: «Bah alors, tu en es où, pourquoi tu es toujours pas aux US?» Mmh. Je dis: «Mais moi j'aimerais bien être aux US, mais on n'a pas de produit, enfin il faut qu'on build», et surtout, il y avait quand même un enjeu qui était hyper important de nous dans notre business, c'est qu'on s'attaque à une industrie créative. La musique, c'est comme, la mode, c'est comme le cinéma, c'est des industries où tu ne peux pas arriver avec ton bâton de berger et dire: «J'ai un nouveau produit et c'est ça le standard maintenant et Mmh. acceptez-le». Tu dois prendre le temps de te créer ta légitimité, de démontrer que tu as des bonnes intentions, que tu connais ton sujet aussi. Donc tout ça prend du temps, donc tu ne peux pas débarquer aux US comme ça au bout de 2 mois. Donc bref, bon, à la limite ça c'était rigolo, et en revanche, 2 mois après, ce même actionnaire me rappelle, il me dit: «Tu crames combien là par mois?» Donc à cette époque-là, je crois qu'on cramait, c'était très raisonnable, hein, on brûlait entre 20 000 et 25 000 je crois par mois. OK, en ads, j'imagine? Non, pas tellement, c'était, Instant quoi? beaucoup de frais RH, OK. beaucoup de, alors un peu de, effectivement, du marketing, des events et cetera. Mais Ouais, les donc ads donc mais vous les aviez ads pas les encore les ads commencé c'était un ça? peu OK. limité, Ouais. parce que, surtout quand tu fais de la promotion pour de l'investissement, tu sais, tu un peu limité. Oui, oui, tu as des contraintes, Voilà, réglementaires, ouais. et il me dit: «Mais embauche, embauche, brûle plus, Mmh. et quand tu seras à 80K, là, je te dirai peut-être calme-toi». Ouais. Je lui dis: «Mais waouh, non, pas du tout, je veux pas brûler autant, en fait», et donc peut-être que c'était une erreur de ma part, parce qu'en fait, peut-être que si j'avais brûlé plus, alors brûler est un terme, Oui, c'est négatif, négatif, mais pardon, oui, mais en fait, ça veut juste dire investir plus dans ta oui, croissance. oui. Si j'avais investi plus rapidement, peut-être qu'on aurait eu des learnings plus rapidement aussi, on aurait peut-être pas mis 1 an et demi, en fait, à se rendre compte qu'il fallait changer, le sous-jacent. Mais ça, d'où tu viens, de l'éducation que tu as eue et cetera, ouais, tu es plus ou moins à l'aise avec le fait de dire: «J'investis ou je dépense», peu importe comment on le voit. Et toi, tu l'as géré peut-être un peu plus, bon père de famille en disant: «On va y aller étape par étape», là où ton investisseur, il avait un intérêt peut-être différent de Mais dire: je «Vas-y, sais même pas si je suis un bon père de famille, j'ai 24 ans à l'époque, si tu veux, donc enfin, moi, je suis juste en train de me dire, OK, je pense que tu as 2 types d'entrepreneurs. Tu as les entrepreneurs qui, sont capables d'investir très vite, tester très vite et jeter à la poubelle très vite un projet, ouais, et donc tu en as plein en 2021 à cette époque qui lèvent des dizaines de millions. Enfin, même nous, à l'époque, on avait des concurrents partout. On avait des mmh, concurrents en Afrique, aux US, au UK, en France, il y avait d'autres boîtes qui essayaient de faire ce qu'on voulait. Ils d'accord, avaient tous levé plus d'argent que nous. On est en 2026, il y a plus une seule de ces boîtes qui existe. mmh, Alors ils étaient partout, hein. Ils ont beaucoup investi, ils avaient un produit léché, mmh, juste il y avait pas forcément de demande, en fait, pour ce qu'ils faisaient, et ou du moins je pense pas qu'ils aient exécuté l'idée de la bonne manière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont capables d'investir beaucoup et de fail très vite et de passer à autre chose. ouais, Et ces mêmes entrepreneurs qui essayaient de venir sur notre marché en 2021-2022, aujourd'hui, ils sont dans l'IA. mais c'est une Ils nouvelle sont top tendance. experts de IA, sur LinkedIn. Fair enough, guys. Mais moi, c'est pas ma manière d'être. Et donc, moi, je suis plus l'autre type d'entrepreneur qui est, en fait, je peux pas monter un projet avec autant d'énergie et autant Mmh, d'intensité et d'entièreté et le mettre à la poubelle aussi vite. Si en fait je me suis lancé dans ce projet, c'est parce que je veux que ça existe. Je suis persuadé que ça répond à un problème qui est global.
et je suis persuadé qu'on est les mieux placés pour l'exécuter de la meilleure manière. Donc, Oui, je tu as ferai une tout pour vision que plus ça long existe, terme quoi. et donc Voilà, tu as un cap qui est fixé exactement. et pas une Donc opportunité de aussi, je suis marché. plus à l'aise à l'idée de me dire: «Bah, ça va prendre 10 ans». Mmh. Mais de la même manière que tu as des entrepreneurs qui préfèrent avoir 1 d'equity sur une boîte qui vaut 1 milliard Mmh. et d'autres qui préfèrent avoir 99 Ouais. d'equity sur une boîte qui vaut 1 million. Mmh. Chacun son play, quoi. Donc toi, tu es plutôt la deuxième. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend des niveaux de dilution, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Bon, bah, là, tu es déjà un peu dilué avec une levée de fonds, Bien sûr. Mais on mais apprend ça aussi majoritaire toujours. avec mon cofondateur, ouais. OK. Puis tout à l'heure, on entend Boléro, Boléro, Boléro. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous l'avez trouvé ce nom? Tu connais Ravel? Mmh. Voilà. Bah, C'est ça la référence? ouais, c'est tout simplement le en fait, à cette époque-là, on cherchait un nom qui appartienne au champ lexical de la musique. OK. Hem Et en fait, comment dire? Le boléro de Ravel, il m'a vachement percuté parce que bon, tu le côté très marketing de boléro, c'est, 3 consonnes, 3 voyelles et ça se prononce de la même manière dans toutes les langues. Donc je m'étais dit: «Cool, c'est Facile, exportable». ça passe, international. Voilà, et d'autre part, après avoir été la chanson la plus écoutée dans le monde, et il y avait un dicton qui disait que toutes les minutes, quelque part, se jouait le boléro de Ravel, heu, au XXe siècle, et ça a été surtout un des plus grands litiges entre les héritiers de Ravel et la SACEM sur un sujet de droits musicaux. Donc je me suis dit que toute cette symbolique, c'était cool, et donc Et tu pas eu de problème pour utiliser ce mot-là, justement, en nom de marque? bah, le nom de marque, c'est Boléro, plus loin musique. OK. Voilà. OK. Parce que Boléro appartient au Voilà, parce que patrimoine culturel. OK, donc on va dire Boléro musique à partir de maintenant, dans l'épisode. Si tu veux. Non, c'est pour toi, hein. OK. Comment donc, tu as eu donc ton premier chiffre d'affaires, on a parlé des cibles donc qui investissent, donc plutôt des particuliers. On a parlé aussi dans l'introduction de professionnels. Aujourd'hui, l'offre, elle s'adresse à qui? Moi, par exemple, en tant que particulier ou professionnel, je peux investir sur quel type de catalogue, sur quel, tout simplement artiste? Et puis, tu parlais de prédictabilité, ça m'intéresse, mais bon, on sait que si tu investis dans la bourse, tu peux t'attendre à, X sur, 20 ans. Si tu fais un compte à terme, si tu fais un livret A et cetera. C'est quoi un peu là les rendements ou à quoi on peut s'attendre sur, finalement sur un droit musical? OK. Fast forward, 2022 à 2026. Go. Donc, aujourd'hui, Boléro, c'est une société qui est spécialisée dans l'investissement dans les droits musicaux. On a un savoir-faire qui, repose sur 3 expertises. La première, c'est sourcer et valoriser des catalogues de droits musicaux. Donc c'est des paniers de chansons. OK. On va avoir cette capacité à identifier quels sont les bons, et une fois qu'on les a identifiés, les valoriser correctement. OK. Puisque, comme tu l'as très bien dit, quand on essaye de prédire un peu, ses plus-values potentielles ou ses moins-values potentielles, malheureusement, on s'appuie sur, des paramètres, des arguments, et bah, dans le cas des droits musicaux, on s'appuie sur les revenus historiques. OK. Donc on prend des catalogues de chansons qui en général ont au moins 4 ans d'existence, et on va tout simplement projeter les revenus dans le futur, sur la base des revenus historiques. Et donc là, une méthode classique serait d'utiliser un DCF, par exemple. Mmh. Nous, on a créé un modèle de machine learning, donc ça fait depuis 2 ans maintenant qu'on bosse dessus, entraîné sur 550 000 chansons, sorties entre 1980 et 2020, pour essayer de deviner, de prédire de manière la plus précise possible, les flux futurs de consommation de chaque chanson. OK. Donc voilà, donc on source, on valorise, c'est comme Ça a ça énormément qu'on... de valeur. Je t'interromps, mais c'est énormément Ah de oui, valeur. Je veux dire, demain, tu pourrais très bien vendre cette data et cette information à quelqu'un qui cherche à faire, le hit de l'été l'année prochaine, ou autre. bien sûr. Comment tu Alors, gères pareil, non, quelqu'un qui voudrait faire le hit, non, parce que j'ai quand même besoin d'avoir de la data pour pouvoir projeter correctement. OK. Tu ne peux pas... En fait, c'est très compliqué de projeter les flux futurs de consommation d'une chanson si elle vient de sortir. Ah oui, il te faut quand même Il te faut les quand années même un petit peu de d'historique. recul. Ouais, mais par rapport à l'historique des autres, tu peux dire: «Tiens, en ce moment, la tendance où les gens ils aiment plutôt ci ou ça». Oui, tu peux utiliser des comparables. Par exemple, aujourd'hui, dans le monde, les genres musicaux qui dominent, c'est la musique sud-américaine, donc OK, latina musique. Donc c'est tout ce qui est reggaeton, etc. Et le deuxième genre le plus écouté, c'est l'afropop. OK. Et Donc là, si je prends une IA, que je fais une musique dans un de ces styles, potentiellement, je peux la mettre en ligne et gagner de l'argent avec?
Tu peux la mettre en ligne. Après, si c'était aussi facile. Non, mais je t'emmène sur le sujet de l'IA parce que effectivement, Alors tout un attends, tas de je finis personnes juste qui. sur ce qu'on Vas-y, fait, et après, avec grand plaisir pour voir le sujet de l'IA, parce que c'est vas-y. assez passionnant. Donc, notre savoir-faire, je disais, donc on source, on valorise des catalogues de droits musicaux. Après, on les structure à travers des émissions obligataires. Donc, en fait, ce qu'on a Ok. compris, tu sais, à travers cette aventure entrepreneuriale, c'était qu'en fait, au tout début de l'aventure, on n'avait pas d'instruments financiers que les gens connaissaient. Et donc, on a dû réfléchir à ça, et donc, in fine, on est arrivé à, voilà, à structurer des obligations. Donc, chaque obligation que l'on propose à nos clients est en fait une obligation qui repose sur un catalogue de droits musicaux. Et donc, c'est une obligation qui va avoir un rendement variable, puisqu'elle va venir tracer le chiffre d'affaires des chansons sous-jacentes. Et tu peux investir juste sur un artiste ou à chaque fois vous vous regroupez pour faire des pools? On essaye de faire le plus diversifié possible. Ok, Donc, ouais, tu pour vois, diversifier le risque. voilà, en général, chacun de nos catalogues, c'est plusieurs dizaines ou centaines de chansons, Ok, interprétées par au moins 35 à 40 artistes différents. ok. Donc, on a un catalogue où tu vas pouvoir t'exposer au rendement des chansons de Ed Sheeran, de Maroon 5, de Beyoncé, Jay-Z. On a du David Guetta, voilà, donc très Ok. mainstream international. Et on a des catalogues un petit peu plus locaux, francophones par exemple, où tu vas pouvoir t'exposer aux chansons de Jul, d'Aya Nakamura, de Barbara Pravi, Ok. de Nino, d'Alonso. Enfin bon, à chaque fois, en fait, on essaye de créer des pools, puisque, en fait, à la fin de la journée, quand tu es un investisseur et que tu as envie d'investir dans la musique et que tu as envie de diversifier ton patrimoine, t'es pas forcément dans une démarche de gestion active de ton portfolio, tu es plutôt dans une démarche de gestion passive, donc t'as pas trop envie de réfléchir à quand est-ce qu'il faut arbitrer la chanson plutôt qu'une Oui. autre. Tu es plutôt content que Boléro le fasse pour toi, à travers un catalogue. Et en fait, disons que transformer sa passion pour la musique en une pratique d'investissement est un nice to have. C'est pas la raison pour laquelle les gens viennent. Hmm. Voilà. Et donc, voilà. Donc bon, je t'ai parlé un petit peu des savoir-faire qu'on a, et bon, bah, fast forward, on a relevé des fonds derrière, on a fait rentrer aussi des artistes connus au capital de Boléro, ça a été très important pour nous. Donc on a C'est des quoi? C'était pour artistes la comme... caution, de la crédibilité? C'était pourquoi? Alors déjà parce que sur notre chemin, on a rencontré des humains qui ont une capacité de projection et une vision qui était hyper inspirante et qui s'alignait pas mal avec la nôtre. Donc c'était le cas de Le Motif, c'était le cas de Riles qui aujourd'hui sont au capital de Boléro. On a abordé Petit Biscuit aussi. Et ça permet aussi, tu sais, il y a un dicton en anglais qui dit put your money where your mouth is, et qui veut dire en gros assume ce que tu dis, Hmm. ou en tout cas traduis tes convictions en gestes. Bah, nous on disait tout le temps oui, on soutient l'indépendance des créateurs, et oui, on est une fintech qui vient financiariser les droits musicaux, mais on le fait au service des créateurs. Hmm. C'était trop bizarre de dire ça si on n'avait pas des créateurs au capital, en fait. Hmm. Ouais, non, mais C'est... ça a du sens. Voilà. Ok. Il y a on va retourner sur l'IA après, mais pour finir sur le modèle économique, moi, mettons, je veux investir, il y a un minimum de montant à investir ou 100 pas, et euros. quel rendement je peux. 100 €. Ah oui, donc hyper accessible. C'est ça. En fait, on a deux canaux de distribution. On a d'un côté le B2B, donc on travaille avec des family office, des banques privées, Ok. où là on est sur des tickets bien plus élevés, Bien sûr. mais avec des allocations sur mesure réparties sur plusieurs catalogues. Et on a la partie B2C, donc là c'est toi et moi. Tu peux aller sur boleromusic.com, te créer un compte, tu fais ton KYC, et tu vas pouvoir commencer à investir à partir de 100 euros dans un catalogue de ton choix. Ok. Et globalement, bah, soit tu t'appuies sur les rendements historiques. Donc il faut savoir que nous, depuis janvier 2023, qui est vraiment le moment où on a commercialisé de manière un peu plus industrielle, depuis janvier 2023, on a versé 9,3% de rendement annuel net de frais à nos clients, sur tous D'accord. les catalogues Boléro. Ouais, donc c'est Donc une tu as belle des perf. catalogues qui font 12%, tu en as d'autres qui font 7,5%. Mais en gros, en moyenne, c'est 9,3%. Ok. Ouais, donc belle perf. Exactement. Et d'où elle vient cette perf? Comment est-ce que tu peux arriver à des niveaux de rendement aussi élevés? Parce qu'en vrai, c'est rare, hein. En vrai, on va pas se mentir. Il y a deux raisons très simples. Nous, déjà, on essaie toujours de cibler des catalogues qui sont parfois un petit peu sous-cotés, ou qui vont parfois... en tout cas, on va jamais rentrer dans des bidding wars ou des choses comme ça qui vont faire que les prix vont exploser. On essaie toujours d'avoir des points d'entrée qui sont raisonnables, et donc ça permet de préserver le rendement futur pour nos clients. Et deuxièmement,
et ça c'est la beauté de cette classe d'actifs, c'est qu'en fait, quand tu y réfléchis bien, puisque ce n'est pas palpable, tu peux pas attraper la musique dans tes mains. T'as pas de frais d'entretien, t'as pas Ouais. de frais d'usure. Mmh. C'est pas comme un immeuble ou un appart, et puis il faut changer la chaudière, et puis il faut changer l'ascenseur, et puis il faut faire le Oui, là, ravalement. si tu compares, oui, à un investissement immobilier. Parce que pour nous, c'est de l'immobilier culturel. Mmh. C'est en fait acheter une quote-part des droits musicaux de Ed Sheeran, c'est comme acheter ton hôtel particulier dans le 8e, quoi. Ouais, c'est comme la mode en ce moment d'acheter des bouts effectivement, d'immeubles ou d'appartements à plusieurs, Mm, mm. voilà. Hem, un peu les SCPI de la musique, quoi. Ah, Tu s'il te pas ça? plaît, non. Non, j'ai aucun problème avec les SCPI, mais bon, disons que leur actualité, j'ai pas trop envie de me rattacher à leur actualité. Toi, comment tu gagnes de l'argent? Euh, alors, on est rémunéré par les créateurs pour la structuration de leurs opérations. Donc, à chaque fois qu'on met un nouveau catalogue sur le marché, on est rémunéré pour ça. Donc, c'est une commission sur la valeur totale du catalogue. On prend des commissions sur la tenue de registre et on prend des commissions, là, c'est du recurring, sur tout le rendement qu'on collecte avant redistribution. Donc, D'accord. une fois que toi, tu as investi dans un catalogue, donc admettons 100 euros, tu vas. D'ailleurs, le ticket moyen est plus aux alentours des 400-500 euros. Mais admettons que tu investisses le panier moyen, tous les trimestres, tu vas percevoir ton rendement. OK. Bah, ce rendement, c'est nous qui l'avons collecté pour toi. Mmh. Donc, on a fait le pont avec les organismes de gestion collective, avec les coéditeurs. On s'est chargé potentiellement aussi de négocier, de récupérer les sous qui sont issus d'une synchro. Ce qui s'appelle une synchro, c'est le placement d'une chanson dans un film, une série ou une pub. C'est hyper D'accord. lucratif. Donc voilà, on gère tout ça et on va prendre une petite commission avant de redistribuer. OK. Parce que généralement dans les fonds et cetera, on parle de 1 ou 2 sur, les frais de gestion et puis après un pourcentage sur, Et c'est les là notre performances. différence avec un fonds. C'est Mmh. qu'un fonds, il va se rémunérer sur ce qu'on appelle l'AUM, donc c'est la valeur totale qu'il a sous gestion, Ouais, alors que nous, c'est sur les flux rentrants. d'accord. Ce Donc qui, c'est sur la perf, en fait? voilà, et c'était notre manière d'aligner nos intérêts avec les investisseurs, c'était de montrer, de dire, bah regardez, nous en fait, si on choisit des mauvais catalogues, Mmh. on va pas bien gagner notre vie non plus. Ouais. OK, donc vous, en fait, ouais, vous garantissez quelque part enfin, vous garantissez pas les performances, mais sur la performance, vous prenez aussi, donc vous avez un intérêt à être performant. Donc ça aligne les intérêts. OK. Bah, écoute, super. Aujourd'hui, vous êtes combien? Ça donne quoi en termes voilà, de volume ou de chiffre d'affaires? Écoute, on a dépassé donc les 10 millions de volume d'investissement, 10 millions d'euros de volume d'investissement réalisés dans nos actifs. On est 12 personnes basées à Paris. On a structuré l'équipe de la manière suivante. On a notre équipe musique qui gère les relations avec l'industrie au quotidien. On a notre équipe partenariat et notre équipe marketing qui gère vraiment la partie distribution, commercialisation du produit. Et on a surtout notre équipe tech. Ouais. Du coup, on a 6 personnes en tech Ouais, qui travaillent au quotidien sur le produit. Donc à la fois la plateforme, à la fois la partie data science, machine learning sur l'évolution de notre modèle de prédiction, à la fois la partie B2B aussi. Donc, Mmh. donc voilà, mais on est hyper excité par tout ce qui se passe en ce moment. On pense que notamment l'actualité politique et économique mondiale en ce moment pousse pas mal de gens à repenser un peu leurs allocations patrimoniales et à penser à la décorrélation. Donc la musique y répond parfaitement bien. Et d'autre part, on pense que c'est que le début de la vague. C'est en Mmh. fait la vague est arrivée en 2020. Moi, c'est le moment où je l'ai vu. On pense que ça va devenir en fait une classe d'actifs standard qui sera in fine dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de patrimoine, que ce soit européen mais même à l'étranger. L'IA pour vous, booster ou pas? Ou menace? L'un et l'autre. Alors, menace pourquoi? Parce que l'IA va. En fait, l'IA va flood toutes les plateformes de streaming. Mmh. Genre, tu vois, Deezer déclaré en janvier 2026 que ils avaient déjà 60 000 chansons par jour qui étaient déposées par des IA. Mmh. C'est Énorme. colossal. C'est colossal. Par jour. Donc, eux, ils font un travail de flag. Mmh. Voilà. Et en général, ils essaient de démonétiser les chansons faites par l'IA. Mais ce que je veux dire par là, c'est du coup menace parce que des artistes extrêmement talentueux, donc je sais pas moi, les Billie Eilish de demain, les R&B Boy de demain, enfin tous les jeunes artistes là qu'on voit émerger et devenir établis, ils vont avoir de plus en plus de mal à à trouver leur place sur le marché.
parce qu'il y aura tellement de nouveaux contenus que les gens seront un peu perdus dedans. Mais du coup, opportunité, parce que les gens vont se rattacher à la chanson qu'ils écoutent depuis, en fait, aux Ouais. chansons qu'ils écoutent depuis toujours. Il y a une, Oui, parce qu'au-delà de la chanson, t'es là aussi pour la personne. T'apprécies aussi ou pas exactement, le chanteur, la chanteuse. exactement. Et écoute, pas plus tard que la semaine dernière, il y a une étude de Luminate qui est sortie, qui a démontré que l'intérêt des millennials, de la Gen Z et des boomers pour les chansons générées par l'IA était en décroissance totale à 2 chiffres. Hmm. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, en fait, dès que les gens réalisent que la chanson là qu'ils aiment bien, en fait, c'est fait par l'IA, ils la mettent de Ouais. côté. Pour l'instant, mais dans quelques années, on sait pas. Tu vas voir une IA sur scène. Non, pas sur scène. Ah si, avec un hologramme et tout. Je suis pas sûr que l'hologramme de Tupac ait fait des tournées mondiales jusqu'ici, hein. Mais écoute, bon, en ouais, tous mais les ça cas, va être voilà, passionnant, opportunité et effectivement. menace, c'est hyper intéressant. Et pour les détenteurs de droits musicaux, ce qui est en discussion au Parlement français, européen, et pour le coup, les États-Unis ont déjà un peu d'avance sur nous. Ce qui est en discussion, c'est que il y ait en fait une rémunération du droit d'auteur qui soit mise en place par les éditeurs de logiciels. Donc, on pourrait aussi imaginer, si demain tu as investi dans les droits musicaux, que l'IA va devenir une nouvelle source de revenus. Hmm. Et à chaque fois que l'éditeur de logiciel utilise en fait ton œuvre pour alimenter son modèle, il doit te rémunérer. Ouais, aussi. Ouais. Ok. Et, ok. Et justement, si moi je crée une musique avec l'IA et je la mets sur Spotify, Deezer et les autres plateformes, euh, c'est moi qui touche de l'argent? Comment ça se passe? Donc, Qui est... tu te souviens quand on s'était dit, quand tu crées une chanson, les droits sont répartis? Ouais. Donc, tu as 2 types de droits. Ça va prendre 10 secondes, mais il faut être concentré. Donc, quand tu crées une chanson, tu as ce qu'on appelle les droits master qui protègent l'enregistrement. C'est ce que tu peux entendre. Ok. Tu crées aussi en même temps ce qu'on appelle les droits publishing. Donc ça protège pas ce que tu entends, ça protège ce que tu peux lire. D'accord. Donc c'est les paroles et la partition. Donc si toi demain tu crées une chanson avec l'IA, tu ne pourras pas créer de publishing. Il n'y en aura pas. Hmm. Parce que tu n'as pas, tu ne seras pas en mesure de démontrer que tu es à l'origine de l'œuvre. Ok. Par contre, les droits master, effectivement, vu que tu as mis la chanson sur Spotify, eux t'appartiennent. Hmm. Donc tu pourras être rémunéré par le droit master. Donc globalement, si la chanson elle est streamée, tu pourras toucher de l'argent dessus. Par contre, si la plateforme de streaming qui distribue ta chanson, enfin, pardon, si la plateforme de streaming qui diffuse ta chanson, parce qu'entre les deux, il y a un distributeur, la plateforme qui diffuse ta chanson, si elle décide de démonétiser les chansons IA, tu toucheras rien dessus. Ouais. Et ça, elle le fait de son propre... Enfin, elle a la décision en main. Exactement. Ok. Bah écoute, très bien. C'est quoi, on a parlé de l'ambition. Là, aujourd'hui, tu as 10 millions d'euros de volume. L'objectif, c'est d'aller à combien? Tu disais, je veux être leader, mais le leader, il fait combien? Sky is the limit. Honnêtement, T'as pas un chiffre en tête? Déjà 100 millions, c'est le prochain cap? non, alors, oui, si on parle de cap, non, nous, notre prochain cap, c'est 50. Ok. Pour la simple et bonne raison qu'aussi, on est un peu dépendant des catalogues qu'on sort. En fait, ça, je l'ai pas mentionné pendant l'épisode, mais un catalogue, ça peut valoir 200 000 euros, comme ça peut valoir 200 millions d'euros. Ok. Donc aussi, en fonction des catalogues qu'on a la chance de gérer, forcément, notre volume va être décuplé. Donc 50 millions, c'est le prochain jalon. On est content aussi parce que et très fier de déjà réaliser du business à l'inter. Donc j'ai mentionné quelques noms d'artistes, comme tu peux t'en douter, c'est des artistes qui viennent de catalogues qu'on allait sourcer au UK, aux US. Donc côté musique, on fait déjà du business à l'inter. Moi, ce que j'aimerais, c'est au bout d'un moment ouvrir les US, mais d'un point de vue demande. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Alors là-bas, c'est un peu moins régulé, j'imagine, qu'en France. En France, vous avez dû avoir des agréments, non? C'est tout aussi régulé, pareil voire encore plus, non. Ok. Ouais. Mais vous Ils avez rigolent pas besoin, du tout avec ça, hein. vous avez besoin, vous, d'avoir une licence, d'avoir une accréditation? Écoute, pour le moment, non. En fait, aujourd'hui, donc chaque émission obligataire, elle fait l'objet d'un dépôt de DIS à l'AMF, donc ce qui fait qu'on déclare qu'on réalise une émission d'obligation au grand public. Ok. Donc ce qui fait qu'on agit dans un cadre conforme. On a un partenaire qui est prestataire de paiement, qui lui s'occupe de gérer les fonds Ok. de nos Et clients. vous avez Donc des comptes séquestres ou en tout cas dédiés exactement. aussi? Oui. Exactement, donc on a toute une architecture réglementaire qui fonctionne et qui nous permet d'opérer avec la taille qu'on a aujourd'hui. En revanche, si un jour, tu as mentionné 100 millions, le jour où on voudra faire 100 millions de volume, là, il va falloir passer un cap Hmm. et on est justement déjà en train de travailler là-dessus. Mais je te laisse imaginer le temps du réglementaire.
c'est très long, donc mieux vaut anticiper à 6 mois, voire un an en amont. Mais donc voilà, donc international, atteindre les 50 millions, réussir aussi à finaliser toute la démarche de design produit qu'on a mis en place. Si jamais tu vas te créer un compte sur Bolero, c'est gratuit pour s'inscrire et que tu te balades, tu verras qu'on on met une attention particulière à la création de cette plateforme et rendre le produit le plus élégant et le plus facile à utiliser possible, puisque investir dans la musique, c'est finalement très simple à comprendre et en même temps, c'est très technique. Donc, le produit que tu vas designer va avoir un impact colossal sur ton chiffre d'affaires in fine et ta capacité à devenir rentable et scalable. Ça fait quelques années que tu entreprends. Qu'est-ce que tu as vécu de plus improbable ou alors tu t'y attendais pas du tout dans ces années? Ah, tu me poses une colle là. Bah, t'en as des anecdotes. T'en as vécu des choses inattendues. Je pense qu'il y a un truc qui était assez fascinant. En 2023, on fait notre deuxième levée de fonds. Et on avait négocié avec un gros créateur son catalogue. Et donc il fallait financer. Donc il y avait une part de cette levée de fonds qui était dédiée à l'achat de ce catalogue. Et donc on se met d'accord sur une valo, on se met d'accord sur une période d'exclusivité. Et donc là j'appelle tout le monde, quoi. J'appelle mes actionnaires, je pitch des fonds, je pitch des BA. Et les gens franchement mordent. Ils disent ok cool, on te suit, on pense que ça peut fonctionner et ça peut vraiment accélérer de manière très agressive ta croissance. Et là, je commence en fait à mettre en place la levée et à recevoir des fonds qui étaient destinés. Et en fait, le créateur, il me répond plus. Plus de nouvelles. Voilà. Donc en fait, je commence un peu à l'harceler, tu vois. Et là, il me répond, il me dit ouais, en fait, non, on fait pas le deal. J'ai changé d'avis. Comment tu gères ça? Ah bah tu exploses. Parce qu'en fait, tu imploses, pardon. Mais parce que les gens t'ont fait confiance, ont cru dans ce que tu leur as raconté. Donc en fait, moi, ça me met en porte-à-faux. Ça me met en porte-à-faux ma réputation. Les gens peuvent se questionner de mon honnêteté alors qu'il n'y avait pas de sujet, tu vois. Et donc j'ai dû ramer. Et en fait, j'ai réussi à le reconvaincre une semaine après de refaire le deal. Et en fait, sur la semaine où je savais pas, c'était en balbutiement, je l'ai pas dit Tu l'as gardé aux pour invest. toi. Bah en fait, je m'étais dit au pire, si ça tombe à l'eau, c'est pas grave. Je leur dis je vous rends l'argent. Mais ça, ce truc-là, quand t'as build up un deal pendant 3-4 mois et que le truc en fait peut tomber, et que t'as pas le contrôle, c'est vraiment ce qui est le plus dur. Ça, c'est un vrai apprentissage. Tant que t'as pas l'argent sur le compte, c'est pas fait. Ouais, C'est que, exactement. même le contrat signé, Exactement. t'apprends après à être voilà, parfois un peu moins naïf ou candide, et on l'a tous vécu et on le vit encore. Mais non, mais c'est clair. Et puis l'entrepreneuriat, t'apprends tellement de choses. Moi, je pense que pour le coup, le truc que sur lequel j'ai appris le plus de choses, c'est les gens, le people. Gérer le leadership, gérer les égos, gérer les talents, gérer les vies perso des gens, c'est un truc de fou, quoi. Et t'aimes bien ou t'aimes pas? J'aime beaucoup. Mais J'aime c'est beaucoup. difficile. Mais c'est hyper dur. Ouais. C'est hyper dur, surtout qu'en fait, tu dois tout le temps te mettre dans les baskets des personnes avec qui tu échanges. Donc t'apprends. Mais tu vois, c'est ce qui fait que c'est une aventure humaine qui est formidable. Et moi, je suis hyper content parce que dans notre équipe, là, dans les 12 personnes que j'ai mentionnées, t'en as quand même 4 qui sont là depuis day one, hein, depuis 2021. Et c'est hyper beau. Enfin, j'espère qu'on ira au bout ensemble et on pourra look back. C'est énorme. Écoute, c'est ce qu'on vous souhaite. Donc, on va suivre de près l'aventure Bolero et voir si vous atteignez ces 50 millions en volume et bien plus. C'est tout ce qu'on vous souhaite en France, mais pas que. On a bien compris le côté international. Et 50 millions d'écoutes. Écoute, on est en route pour. Merci William. Et puis à vous qui nous écoutez ou regardez, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter pour recevoir les derniers conseils d'entrepreneurs, pour découvrir toutes ces rencontres d'entrepreneurs, les apprentissages qu'ils font en chemin. Suivez-nous également donc sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer, bref partout. Et puis dites-nous en commentaire comment vous avez accueilli cet épisode. À très vite pour de nouveaux échanges. Bye.